Et salut, bienvenue dans les podcasts de JJ. J'ai décidé aujourd'hui de faire un peu ce que j'avais fait à chaque fois que je fais des chroniques qui sont pas des... Enfin pas des chroniques, excusez-moi, des podcasts qui sont pas autour de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu voir, mais uniquement sur des choses que je ressens ou que je pense. Aujourd'hui, en fait, donc je suis partie marcher, comme je sais faire, et j'adore ça d'ailleurs. Et je tente l'expérience, mais avec chaussures cette fois-ci. Parce que la dernière fois que je l'ai fait sans chaussures, ça a été un peu épique. Mais je continue à le faire régulièrement. Et j'espère que le son ne sera pas trop désagréable du fait qu'il y ait du vent là où je marche. J'ai peut-être pas choisi le meilleur endroit pour faire ma petite chronique. Mais je partage avec vous l'aventure que je vis quand je fais ces podcasts. Et du coup, je partage ce que je disais, donc mon expérience de la marche pieds nus. Alors c'est un peu désagréable parce que c'est vrai qu'en Calédonie, le sol n'est pas tout à fait bien propre. Je ne vais pas marcher, j'ai pas testé de... Quand je dis propre, c'est pas dans le sens de la saleté, il n'est pas droit, on est sur des cailloux, des pierres, mais c'est un peu l'objectif aussi, c'est de marcher sur des sols qui sont un petit peu différents pour réapprendre justement à avoir le pied qui ressent un peu plus les choses, parce que en tant que coureuse assidue, je me suis un petit peu fermée à la sensation du corps humain, de mes pieds, de tout ça, du sol. Et du coup, j'ai perdu un peu en mobilité des chevilles, j'ai perdu en flexibilité, j'ai perdu en aisance de course et même de plaisir. Du coup, j'ai quand même pas mal de souffrance. Et ça, j'ai essayé d'ajouter un petit peu de collagène dans mes repas. Alors comment ? Déjà parce que j'ai de la supplémentation directement, ça m'arrive. Ou alors tout simplement en faisant un bouillon d'os, ça c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après c'est un peu un ancêtre de ce que nous faisaient nos grands-parents. Mais bon, faut-il encore avoir le courage de le faire. Et justement, pourquoi j'introduis un peu tout ce que je fais, enfin pour le plaisir comme ça, déjà de discuter avec vous. Je l'introduis aussi par le fait que... en fait, j'ai pas mal d'écoute en ce moment, de lecture sur l'expérience. Je suis très touchée par ce phénomène, dans le sens où, un petit peu instinctivement, de mes difficultés que j'ai eues et rencontrées dans la vie au niveau des intestins. Donc, je vous renvoie à un podcast très, très récent dans lequel je parle justement du mal de ventre. Vous avez dit mal de ventre. Et mes tests sur 1000 régimes. Alors je ne cite pas tous les régimes que j'ai faits, mais j'en parle de quelques-uns. L'expérience que ça m'a apporté éventuellement. Et j'entends souvent dire que le fait d'avoir vécu quelque chose, d'avoir vécu une expérience, ça rend plus crédible ce que vous écrivez ou ce que vous pouvez même partager. Et c'est de l'expérience que naît vraiment le ressenti, la possibilité même de dire qu'on comprend en fait ce que la personne ressent quand elle-même l'a vécu. Et même cette expérience vous permet vraiment d'appréhender la notion, le domaine. Et ce qui pourrait rendre peut-être plus crédible mes posts, mes écrits, mes recherches, sans que j'ai les connaissances scientifiques. L'expérience pourrait aussi apporter quelque part de la crédibilité et de la véracité dans ce que je peux partager. Ce qui serait donc la même chose pour les gens qui, quand ils écrivent sur un sujet, un domaine, il y aurait une sorte de crédibilité supérieure à celui qui aurait vécu l'expérience, à celui qui ne l'a pas vécu. Voilà. Donc, alors c'est assez intéressant parce que quelque part, ça permet aussi de se poser la question, parce que je me dis quand même que quelque part aujourd'hui, c'est un peu une porte ouverte déjà que j'enfonce,
C'est me dire, voilà, aujourd'hui j'écris, je lis, je me renseigne, je me passionne pour un domaine pour lequel je n'ai absolument fait aucune étude. D'où la raison pour laquelle des fois j'ai peut-être pas les bons mots. Je pense qu'un docteur écouterait ça et il aurait mal aux oreilles. Un grand scientifique, ça le réveillerait. Qu'est-ce qu'elle raconte, c'est pas le bon mot. Mais je vulgarise un petit peu parce que j'ai moi-même pas les connaissances et les mots qui sont corrects. Mais je le vulgarise aussi pour que les gens qui vivent la même chose puissent déjà évoluer, et puis pour ceux qui ne le vivent pas ou qui connaissent des gens qui le vivent, puissent en apprendre. Voilà, l'idée c'est le partage, l'enseignement toujours, parce que c'est un peu mon dada, c'est ma passion, enseigner et de partager. Et pour moi l'enseignement c'est pas uniquement de partager dans le sens apprendre aux autres, c'est aussi d'en apprendre des autres. Donc en fait quand j'enseigne ou quand j'enseigne dans le sens je transmets, c'est parce que j'ai eu à acquérir une connaissance parce qu'une personne me l'a transmise aussi. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme ça que simplement de recracher et de m'arrêter à ce que je connais déjà. Mais du coup, quelque part, y a des choses que je n'ai pas encore vécues. Et je me dis, est-ce que c'est cette expérience-là qui va me permettre de pouvoir en parler ? Et est-ce que ça crédibilise plus quelque part, je sais pas moi, un médecin qui fait des recherches sur le diabète, est-ce qu'il faut qu'il soit diabétique aussi ? Est-ce qu'il serait plus crédible s'il avait quelqu'un de sa famille qui était diabétique ? Je sais pas. Peut-être que le fait de côtoyer des gens diabétiques lui permet d'être plus sensible, de peut-être pouvoir plus se pencher sur le sujet. Si c'est pas faux non plus, parce que quelque part, même si ces recherches sont bonnes, sont correctes, j'ai tendance à croire que les rats de laboratoire, les gens qui sont enfermés, les gens qui passent des heures à la recherche, des fois s'éloignent de la pratique et de ce que vraiment les gens peuvent vivre, pour en tirer des conclusions qui, somme toute, des fois n'ont même pas d'efficacité pour le but recherché de ce que la personne vit en fait. Voilà. Ça arrive que les recherches apportent une réponse, mais cette réponse en fait, la science des fois est un petit peu aléatoire. On arrive à des résultats qui n'étaient pas prévus, des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Mais ça n'apporte peut-être pas des fois les nécessités de soins que les gens auraient besoin d'entendre et de connaître pour avancer. Voilà. Mais l'expérience, si vous voulez, c'est aussi en ça que je peux effectivement m'épanouir. Et je me dis, voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, ton expérience de vie au quotidien, celle que tu vis le plus, elle est plus proche de ce domaine-là, ce monde-là, que celui du juridique dans lequel j'ai fait mes formations. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes études, à l'époque, j'avais comme beaucoup d'étudiants la certitude de connaître tout, mais en termes de réalité pratique, je ne connaissais rien. Et aujourd'hui, je suis une spécialiste de certains domaines, mais pas de tous les domaines. Et si vous voulez, c'est peut-être pour ça même d'ailleurs, que je ne fais pas de posts ou d'écrits sur des sujets juridiques, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir la crédibilité pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'écrire, parce que c'est comme si que je n'avais pas l'expérience nécessaire pour pouvoir vraiment l'enseigner, voilà, pour pouvoir le transmettre, ou en tout cas j'ai pas les mots et ni le plaisir pour pouvoir vraiment le retranscrire dans tout ce que je vis aujourd'hui. Et ça me pose aussi des questions sur les raisons pour lesquelles je suis aujourd'hui vraiment faite. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Est-ce que je suis vraiment faite pour le monde dans lequel je me suis fait des années d'études ? Alors ces années d'études, elles m'ont appris par contre l'expérience de l'apprentissage, de l'écoute, le plaisir d'apprendre et ce que le cerveau peut avoir comme capacité à engorger, comme connaissance, comme
comme nouvelle information, et que il n'y a pas de limite en fait à la connaissance. Le cerveau n'a pas de limite. Le cerveau, il a les limites qu'on lui impose, les limites que peut-être à la limite la naissance vous a malheureusement doté, mais réellement, si vous le, comme le muscle d'ailleurs, si vous lui imposez régulièrement en fait de la lecture, de l'écriture, de l'écoute, n'importe quoi, vous apercevez qu'en fait il est là pour engranger quoi. Mais cette connaissance ne suffit pas en fait à justifier certainement le ressenti, voilà. Et du coup, je suis partie dans pas mal de réflexions sur est-ce que quelque part il faudrait que je vive des choses, et est-ce que c'est pas ces expériences-là qui vont me permettre de plus encore partager. Alors, j'en ai pas vécu énormément, je veux dire, à l'âge que j'ai pas vécu des expériences de folie. J'ai pas fait l'Everest, j'ai pas fait le tour du monde. J'ai vécu des pays, j'ai visité des pays, mais plus en mode doux, en mode familial. Jamais dans des conditions qui pourraient me permettre d'être vraiment proche des gens. D'ailleurs, je pense qu'à 20 ans, j'aurais évité ce genre de sortie, quoi, et de voyage où on est trop proche de l'humain, parce que ça me parlait pas, trop proche de choses qui ne m'intéressaient pas. Et je le regrette d'ailleurs, parce que je pense que si j'avais depuis la naissance appris à aimer ça, je pense que je serais un peu plus en adéquation avec ce que j'ai besoin aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai évolué ? Est-ce que la part de moi avait été enfouie, écrasée par l'éducation que j'avais ? Certainement, mon côté artiste faux folle, il a certainement été un petit peu écrasé aussi par une certaine éducation que mes parents ont, qui n'est pas la mauvaise, n'est pas bonne, elle est comme elle est. Et du coup, ça m'a empêché, je pense, vraiment d'être moi. Et, et en ce moment, j'essaie de vivre des expériences assez folkloriques. Alors bon, c'est au détriment de ma vie, on va dire, financière, parce que je m'éloigne énormément de ma profession, que du coup j'ai beaucoup moins de clients qu'avant, et que de toute façon je pense que moins on essaie d'en attirer, moins on en a. La crise économique, qui est une fausse crise économique, mais qui est une réalité dans la pratique, parce que les gens du coup dépensent moins de peur d'avoir une crise économique, fait qu'on vit une crise économique. Et donc du coup c'est vrai que je me suis mise à vivre des expériences un petit peu originales. Voilà, à faire des choses que j'aurais jamais fait avant. Voilà, aller marcher pieds nus sur le béton. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait, faire mon fameux jeûne, qui d'ailleurs s'est déroulé dans des conditions physiques un petit peu catastrophiques. Je fais un tri sélectif. Donc j'ai accepté un job dans un métier où physiquement, franchement, c'est pas tant que ce soit atroce, mais c'est pas spécialement très ragoûtant. On n'est pas vraiment bien. On a quand même des sensations physiques et d'odeurs qui sont pas spécialement géniales, mais des relations sociales extraordinaires. Une découverte d'un monde qui n'est pas du tout celui auquel on peut s'attendre. C'est particulier, et puis cette sensation qu'on n'est pas traité comme on devrait être traité habituellement, parce que moi je vois par exemple en tant que femme, ce que je disais la dernière fois à mon père, j'ai été assez étonnée, parce que même si j'ai jamais voulu d'aide, et je pense que les gens qui me connaissent, ils savent d'ailleurs, ils détestent ça, je ne veux pas d'aide physique, je ne veux pas qu'on m'aide. Alors j'en demande quand j'en ai vraiment besoin, quand je sens que c'est dangereux physiquement pour moi, mais quand je me tape les 3, excusez-moi, j'exagère, les 3 escaliers de chez moi avec mes courses, et que je croise quelqu'un dans les escaliers qui me dit « Oui, l'aide », je dirais non. Même si j'ai 4 poches de chaque côté de chaque bras, et que je dois souffler et souffrir, je dis non. Bon, je suis une espèce de débile mental qui veut pas qu'on l'aide. J'ai combien de copains qui m'ont dit « Tu veux que je t'aide à porter ton sac ?» Non, ça va pas porter mon sac. Je porte mon sac. Et là, en fait, me retrouvant au milieu d'une grosse structure industrielle avec des tonnes de poches sur moi,
à marcher un peu de travers, pas sachant pas comment faire pour ouvrir le camion, et des dizaines de gars qui passent à côté de moi et qui me disent bonjour, ça va ou quoi? Tu vas bien? T'as passé un bon week-end? Et moi je souffle comme un bœuf et je me dis bah tu vois ma fille, toi qui voulais qu'on t'aide pas, ben voilà, t'es dans le vrai monde, dans le monde physique, le monde du travail physique où c'est pas anormal que d'être une fille à porter des affaires, et une fille ou un garçon, de toute façon si tu as accepté le job tu bouffes quoi. Et donc vous voyez, c'est une expérience qui somme toute paraît toute petite, mais ça met un petit grain de sel de plus dans ma petite popote que je vis. Quelle expérience? Les expériences de régime que j'ai fait, les expériences de marche en montagne seule. Enfin voilà quoi, c'est assez particulier, et je me pose toujours la question, je me dis est-ce que vraiment cette expérience va pouvoir me permettre d'acquérir des choses, parce que on peut vivre des expériences et n'en retirer absolument rien. Ce qui serait somme toute un peu idiot. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que mes expériences sont souvent un peu, pas extrêmes, mais elles sortent de mon aquarium, et du coup ça me permet de vraiment pouvoir les vivre avec un vrai recul, ou d'en analyser les ressentis, parce que si j'avais des expériences que je n'avais jamais faites mais qui ne me permettaient pas d'aller en dehors de mes habitudes, je pense que j'en apprendrais pas grand chose. Je pense que c'est ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je vis un peu au quotidien qui ne sont pas habituels. J'en retire absolument aucune conclusion, et par exemple m'être mis au vélo, que je déteste, c'est vraiment sortir de mes habitudes quoi. Avec un nouveau vélo de route dans lequel je souffre le martyre parce que j'ai un problème technique dessus et que je veux pas qu'on m'aide, et donc du coup je suis sur le plateau, 3e plateau même dans les côtes, enfin bref, donc voilà, et c'est vrai que quelque part ces expériences elles me donnent beaucoup de plaisir en fait, sans que ça n'ait d'intérêt professionnel, et je sais que c'est pas une obligation qui est l'adéquation entre les deux, mais je pense que quelque part c'est un petit peu la souffrance que j'ai. Alors oui, pour ce qui est du tri sélectif, parce que je suis un peu payée, mais c'est pas des sommes qui sont suffisantes pour moi. Alors j'ai pas une vie de pump it up, j'ai juste une restriction que je m'impose. Alors une restriction, même pas. En fait c'est un plaisir pour moi, mais c'est une restriction pour les autres. Donc vous voyez, c'est un peu un lapsus révélateur, je répète les mots des autres. J'ai aussi une obligation que de manger sainement, et donc du coup ça m'oblige à avoir quand même une certaine dépense. Mais par contre à côté, je ne m'achète pas de fringues, je ne sors pas au restaurant, j'ai mon téléphone qui a cassé, je pense celui de ma mère qui a 250 ans à peu près, je pense, peut-être 300 d'ailleurs. Et je m'en fous, tant qu'il me permet de faire Instagram, Facebook pour vous communiquer, mais les photos que je fais le matin et vous donner les good vibes, et que je puis partager avec un ordinateur qui a cassé 2 fois déjà. Vous voyez, c'est pas vraiment une recherche de matériel, j'ai pas un besoin de confort spécifique. Ce confort, je ne l'accorde que pour ma fille, mais si c'était moi, je pourrais dormir dans un salon. Et en fait, c'est juste l'alimentation qui, ici, en Calédonie, coûte très cher. Alors, en métropole, déjà, elle est hors de prix, mais en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez encore augmenter le tarif de ce que vous payez par 2 ou 3. Alors après, on a les salaires, soi-disant ici, qui sont proportionnels, mais ils ne sont pas vraiment proportionnalisés en réalité. Ils sont un peu plus élevés, mais est-ce qu'ils sont en adéquation avec la qualité nutritionnelle qu'on devrait avoir pour pouvoir vivre bien? Ça, c'est non. Ça, c'est faux, complètement faux. Et donc tout ça, je disais pour dire que du coup j'ai essayé de vivre des expériences. Actuellement, donc je me suis remise au jeûne intermittent, mais à des jeûnes très très longs par rapport à un intermittent 16-8, où je suis plus sur du 16, sur du 18-20 on va dire. Du 20, entre 18 et 20, et je mange un repas ou 2 en fonction de mon envie, sur un régime qui est complètement maintenant plutôt dans le carnivore. Je garde du végé, mais je suis plutôt sur des protéines animales que j'avais complètement arrêtées, et très peu de glucides, ce qui somme toute risque d'être peut-être un problème
Mais je veux vivre l'expérience parce que sans glucides, je n'ai pas de souffrance physique. Donc c'est vrai que je vais être plus basée sur pas mal de gras ou de lipides qui me permettent de passer les fatigues et de pas du tout avoir faim, et que le lendemain je me lève avec la forme. Mais peut-être que ce sera pas bon. Donc voilà, je vous donnerai l'expérience dans quelques temps. Et puis une dernière expérience, ça il faut que je vous la partage parce que celle-là elle était sympa. Alors j'avais dans pas la dernière chronique que j'ai faite, mais il y a deux chroniques de ça. Je parlais du Kava parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait une lecture que j'avais faite sur le sommeil, sur les différentes hormones du sommeil et sur les produits qui pourraient être bons. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le sommeil, mais le sommeil, moi je l'ai vécu justement, le fait de ne pas vivre correctement le sommeil, et donc je partage maintenant avec grand intérêt les vies des gens qui sont insomniaques ou qui ont du mal à dormir, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vécu aussi d'ailleurs l'expérience du culturisme, donc j'ai fait une compétition de bodybuilding qui n'a pas eu lieu puisque j'ai la particularité de pouvoir choisir des choix de vie ou dans lesquels à chaque fois je n'arrive pas au bout de ce que je veux faire, et donc du coup quand j'ai décidé de faire cette compétition et qu'elle a été annulée, j'ai décidé quand même de la faire jusqu'au bout avec la sèche qui était déjà bien entamée. C'était à 3 semaines de l'épreuve, alors vous imaginez bien que j'étais déjà un petit peu sèche et qu'il faut en plus la dernière semaine faire un régime alimentaire un peu spécifique, de telle sorte à ce que vous ayez vos muscles qui soient particulièrement saillants et que vous ayez très 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 peu d'eau et très très peu de matière grasse, mais que vous ayez vraiment cette peau qui vous colle sur le muscle, qui vous permet d'avoir vraiment les muscles qui ressortent. Donc c'est un protocole un peu particulier. Si ça vous intéresse, à l'occasion, je vous le partagerai, mais c'est une question d'eau, de sel. Et comme j'étais en restriction alimentaire et de calories, et que moi je fais beaucoup de sport, du coup c'est vrai que c'était extrêmement difficile, parce que je n'avais pas voulu faire du cardio comme tout le monde. Encore une fois, de toute façon je suis jamais comme tout le monde, et donc j'avais pas fait un cardio lent de 2h30. Ça me faisait chier ça, de me taper une heure et demie de cardio. Du coup j'avais décidé de faire des hits. Voilà, donc je suis partie sur du crossfit dans lesquels j'avais quand même des mouvements de levée de poids et de muscu, et j'avais beaucoup de courses, beaucoup de sauts, de travail de cardio intense. Bon, ça m'a valu le coup quand même d'être extrêmement sèche. Je pense que j'aurais dû être la plus sèche de la compétition. Bon, l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, hein, on n'est pas dans des niveaux de compétition. En plus, j'étais totalement naturelle, mais du coup, c'était assez particulier parce qu'en fait, quand on est dans cet extrême-là de nutrition, on a totalement, on détruit. Pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup atteint, et c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, les hormones. Et oui, parce qu'entre l'alimentation, l'énergie, les hormones, tout ça, c'est très 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 lié. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que même votre problématique de microbiote est en lien avec les hormones, et que ça peut même être en lien avec le plaisir ou non de courir, le fait d'être dans le trance de faire du sport, la sensation d'être dans l'obligation de se dépenser ou de sortir, de faire des mouvements, comme à l'inverse de dormir, etc. Et donc ces hormones, chez moi, avaient été particulièrement éteintes, et donc je n'avais absolument plus beaucoup, on va dire, de mélatonine, et donc impossible de dormir. Mais impossible de dormir. C'était le feu en moi, quoi. J'étais tout le temps. Alors j'avais aussi les glandes surrénales qui étaient, à mon avis, complètement mortes, et du coup j'étais en sensation de stress, en plus j'avais faim, ce qui à mon avis n'était même pas la réalité, mais c'était juste le fait d'avoir l'interdiction de manger, dans lesquels j'étais fatiguée, et donc je dormais très très mal, mais alors à un point c'était atroce. Et donc j'avais lu une chronique sur ce sujet-là, et je m'étais quand même beaucoup supplémentée en GABA, parce qu'en Calédonie on ne peut pas acheter de la mélatonine, ce qui aurait été quand même une solution pour moi, parce que ça m'aurait permis de dormir. Et puis bon, j'aurais pu demander à mon médecin, mais bon, pas sûr qu'elle aurait accepté. Et donc du coup je sais que le GABA, qui est une
une hormone que vous sécrétez en fait, qui est un précepteur, comme le L-tryptophane de la mélatonine. Ça stimule en fait la mélatonine qui permet de pouvoir dormir. Donc je vous invite éventuellement à prendre du GABA si vous ne voulez pas vous supplémenter en une autre hormone, ou alors du L-tryptophane franchement je recommande. Et quand c'est pris en plus dans des moments où on n'a pas bien mangé ou pas beaucoup mangé, ça fait effet de suite. Et donc du coup j'ai été coupée, donc tant pis, je ferai un montage. Donc je terminais sur le sommeil et sur le GABA et le L-tryptophane, qui sont les précepteurs donc, de la mélatonine qui vous permettent de dormir. Et donc vous pouvez acheter soit du GABA, soit de la L-tryptophane. Et donc j'explique, avant que je sois coupée et que je me suis pas rendu compte, que dans un des magazines et dans une chronique, j'en parlais récemment, qu'il y avait aussi une proposition plus naturelle qui était le kava. Et j'explique juste après, comme vous allez l'entendre, mon expérience sur le kava. Donc le kava, donc cette fameuse racine d'un poivrier qui est très usité au Vanuatu. Utilisé au Vanuatu, alors moi je sais que c'est utilisé dans notre pays, mais nous en Nouvelle-Calédonie on est très très proche des Nouvelles Hébrides devenues le Vanuatu il y a quelques années après l'indépendance, et donc eux ils l'utilisent énormément. C'est une racine qu'ils broient et ensuite ils en font une boisson que vous pouvez consommer. Maintenant ça s'achète carrément dans les grandes surfaces chez nous. En Nouvelle-Calédonie on les achète en grande surface. Vous achetez de la poudre de kava que vous faites tremper dans un sorte de... vous mettez ça dans un petit filet. Et puis en plus vous pressez. Quand vous pressez, vous récupérez simplement le jus de cette décoction et vous la buvez. Et on a même des bars à kava ici. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans ma chronique. C'est un endroit où on s'installe et on vient boire son sel, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, donc de kava, pour nous permettre de nous apaiser. C'est un produit, je ne sais pas si ça appartient aux nootropiques, si ça appartient à des substances qui seraient apparentées, en tout cas à des substances qui permettent en tout cas de vous apaiser. Je ne connais pas la réglementation en métropole, en France. Nous ici en Calédonie, c'est aussi réglementé, mais bon, avec parcimonie, parce que c'est assez culturel. En Nouvelle-Calédonie, les Mélanésiens en consomment beaucoup, et donc on a des bars à kava, et c'est devenu aussi un fief d'accueil de tous les gens qui veulent être dans la paix, d'être bien. C'est vrai que l'ambiance est assez cosy. On n'est pas dans une ambiance festive, on est plus dans une ambiance tranquille. Alors pas la house non plus, mais plus dans la rootsman. Et donc je disais que c'était assez rigolo, parce que dans ce magazine français on le recommandait, bien que ce soit une plante qui pose des difficultés de recherche médicale sur les conséquences à long terme de cette consommation, parce que c'est vrai qu'on n'en est pas vraiment dépendant, mais lorsqu'on est dépendant, c'est du bienfait que ça peut apporter. Enfin, en tout cas, c'était décrit comme ça. Moi, j'en avais bu une fois. C'est aseptisant à la bouche. Et c'est tout ce que je me rappelle, parce que je n'avais pas non plus aimé particulièrement ça. C'est un peu comme si vous buviez de l'eau avec de la terre, quoi. Je veux dire, on se passe de ce genre de boisson si on n'a pas vraiment grand intérêt. Et dans les expériences que j'ai décidé de vivre, je me suis dit, attends, tu vas l'essayer. Tu as eu une période de ta vie où tu as souffert du sommeil, tu sais ce que c'est. Est-ce que ça pourrait pas être une solution, plutôt que de, je ne sais pas moi, de prendre justement du L-tryptophane, qui à mon avis, même si ça reste chimique, est une hormone plus apparentée à l'humain que le kava, mais bon, en même temps, c'est pas non plus, ça va pas me tuer. Et je me suis vue aller dans un magasin, acheter du kava, et j'ai testé. Alors c'est assez rigolo, parce que j'en ai fait une très grosse décoction. Ils me disent après qu'il faut le mettre au frais, parce que je pense qu'au frais ça inhibe un peu le goût dégueulasse du truc. Mais après on s'y habitue, hein. Et donc voilà, j'ai bu mon petit kava pendant plusieurs jours pour tester ça. Alors je vous dis, c'est vrai que ça aseptise énormément la bouche, hein. Je pense que vous pourriez aller chez le dentiste juste après. Ça poserait pas de difficulté en soi. Que dire d'autre ? En soi, ça ne m'a pas particulièrement fait dormir, ni ça ne m'a favorisé le sommeil.
J'ai eu l'impression la première fois que j'en ai bu que le lendemain j'étais un petit peu pas ensuquée mais plus plus fatiguée ou plus reposée, je sais pas. Bon bref. Voilà, c'est tout ce que ça m'a fait et au final j'ai fini par par en boire quelques gorgées plusieurs soirs d'affilée et puis ça, comme ça ne m'a rien fait de spécifique. J'ai décidé de laisser tomber, mais c'était une belle expérience. Voilà, donc je sais que le cava ne m'aidera pas au sommeil, mais il peut m'apaiser. Alors je pense que c'est un peu comme tous ces produits qu'on prend pour pour se décontracter. Je pense qu'il faut vraiment les prendre à jeun, lorsqu'il y a plus de, on n'a plus du tout de sucre, de produits dans le sang, ou en tout cas qu'on est vraiment voilà. Alors le matin, j'avoue que ça serait peut-être pas l'idéal si ça vous voulez dormir. Dans la nuit, peut-être que ça pourrait fonctionner. Mais moi, en tout cas, ça ne m'a pas fait grand-chose. J'ai eu l'impression que ça m'avait un peu décontracté parce que, en fait, le soir, je suis encore en mood un peu intense, un peu stress. Et donc, j'ai essayé la marche. C'est ce que je suis en train de faire là, mais bon, ça ne me fait rien. J'ai essayé la natation, mais la problématique, c'est que, souvent en fin de journée, aller nager, je sais pas, j'ai l'impression pourtant il fait chaud ici, hein, mais j'ai l'impression d'être dans un bain un peu mi-tiède, mi-chaud, mi-froid, enfin un peu, je sais pas. Mais bon, je pourrais réitérer, je pourrais essayer la méditation, le yoga. J'en ai fait pendant pas mal d'années, du yoga d'ailleurs, tiens, parlant d'expérience. J'ai adoré et puis je me suis arrêtée et puis c'est bien dommage. Parce qu'en fait, cette problématique des maux de ventre, ça m'empêche de faire des postures correctement. J'ai l'impression d'être tout le temps en maintien de mon ventre et d'être toujours dans la retenue et pas dans le lâcher prise. Alors j'aime bien le faire le matin justement. Mais le soir, ça serait l'idéal. J'en ai fait pendant des années. Je l'ai imposé un peu à l'homme avec lequel je vivais et il était adorable pour ça. C'est que je rentrais le soir et j'avais dit, écoute, maintenant, tous les soirs avant de manger, c'est une demi-heure ou trois quarts d'heure de yoga. Et lui, il allait dans son canapé et il se mettait dans sa bulle, dans une ambiance avec encens et lumière tamisée. Et lui, ça l'endormait un peu ou ça l'apaisait ou alors il écoutait un truc. Et moi, j'avais ma musique de yoga et je faisais mon yoga. C'était super d'ailleurs. Mais j'ai arrêté. Donc, parce que j'ai pas trouvé l'apaisement réel, parce que j'arrive pas à me concentrer et à intérioriser ou je ne sais quoi. Il faudrait que je travaille là-dessus d'ailleurs un peu plus. Ce serait peut-être mon prochain défi d'une expérience, je ne sais laquelle. Alors celle que j'aurais voulu vivre, c'est celle de partir 3-4 jours en retraite et de vivre un vrai jeûne. 3 jours mais accompagné. Telle sorte à ce que je sois libérée de toutes les difficultés digestives que j'ai. Alors ça n'a absolument aucun... Je ne pense pas que ça va avoir de conséquences positives sur ma santé et que ça va me permettre d'être bien ma digestion. Ça va pas favoriser une réparation, une guérison, mais par contre ça va peut-être me permettre de toucher un peu à un monde de paix en termes d'estomac, etc. Et puis d'être bien, d'être apaisé et de pouvoir être plus à l'écoute, je pense, de la méditation, d'autres choses. Et d'être plus à l'écoute. Mais il faut passer quand même 24 heures sans manger ou 48 heures, ou 72 heures, c'est commence à être peut-être un peu compliqué. Bon, ça sera une prochaine expérience. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que la question c'est de savoir si les expériences qu'on vit, elles nous apportent une crédibilité et une bonne raison pour pouvoir en parler. Je pense que clairement oui. Je pense que même si on est parents différemment les uns des autres, être parent c'est une expérience qu'on ne peut pas vraiment partager à 100% avec quelqu'un qui n'en a pas. Sauf si il devient lui-même parent de manière, on va dire, interposée et qu'il n'est pas le papa biologique ou la maman biologique et qu'il finit par éduquer l'enfant. Mais c'est vrai que voilà, ces expériences-là, elles te permettent certainement de pouvoir en parler, de pouvoir dire voilà, je l'ai vécu comme ça. Après, il y a peut-être aussi le fait que de vivre des expériences, ça vous permet de relativiser sur certaines choses, de voir la vie différemment. Voilà, je pense même qu'il faille vivre des expériences quand on n'arrive pas au quotidien à en vivre parce que la vie est tellement remplie d'obligations, d'emploi du temps. Peut-être justement se dire voilà, j'ai pas pu avoir le temps de vivre des expériences. Peut-être en créer ou on essayer de trouver une expérience à vivre
parce que ça vous permet de vous sortir de votre quotidien, de votre cocon. Alors peut-être pas celle que je fais moi en faisant du tri sélectif, mais je sais pas moi, voilà, le jeûne parce que vous en avez jamais fait de votre vie, faire une rando dans une montagne très loin alors que vous avez jamais vraiment fait de grosses sorties, j'en sais rien. Enfin voilà, peut-être que c'est ça aussi qui fait que, non pas qu'on veuille en parler ou qu'on puisse en parler, mais ça vous permet aussi de mûrir et de vivre des sensations physiques à petite échelle que vous ne pourriez jamais vivre parce que vous ne serez jamais un grand je sais pas, trailer, ou vous ne serez jamais bouddhiste. Voilà, vous n'avez peut-être pas besoin de ça vraiment pour évoluer, mais je trouve que c'est ça qui fait aussi que la vie est riche. Elle est riche de sensations, elle est riche d'émotions. Voilà, j'avoue qu'avant, même si j'étais une grande sportive, je marchais pas énormément en dehors de mon quotidien de sport. Je faisais pas de vélo, je prenais beaucoup de voitures. Maintenant, je fais beaucoup de marches, beaucoup de choses comme ça, et je m'aperçois que ça me fait un bien fou. Je me rends compte de plein de choses. J'écoute justement des podcasts pour ça, et j'écoute les gens qui m'entourent sur le bien-être qu'ils ont, et je suis toujours admirative de ces gens qui sont heureux dans leur vie, parce que je me dis que ils ont réussi quelque chose. C'est d'être en adéquation avec le corps et avec la nature humaine. C'est instinctif. C'est un peu dommage d'ailleurs que ça ne le soit pas chez moi. Après, je dis pas que j'aime pas justement bouger, je suis tout le temps hyper active, mais le fait de faire tout ça, ça m'apaise en fait. Le fait de marcher, le fait d'aller au travail en vélo, le fait de rester debout quand je travaille, le fait je sais pas moi, d'écouter beaucoup de podcasts, le fait de faire des lectures, de faire des recherches, des choses que je faisais pas avant, ou que je voulais pas faire, ou que je prenais pas le temps de faire. En fait, je m'aperçois que du coup, je suis très apaisée. J'ai l'impression que justement, ce manque de culture, ce manque de savoir, ce manque que j'ai dans la vie, et c'est un manque de quoi, j'en sais rien, certainement de la soif de connaissances. Pourquoi en avoir autant? Pourquoi avoir besoin d'autant de connaissances? Pourquoi avoir besoin de tant d'apprentissage? Pourquoi avoir besoin de tant d'objectifs, de nouveaux challenges? Peut-être parce que l'expérience, ça me permet de grandir, et que en fait, ne pouvant pas voyager, ne pouvant pas connaître différemment les choses, dans le monde entier, je me dis, en faisant des petites expériences comme la méthode Wim Hof, en faisant des bains à 1 degré, les douches froides du matin, les podcasts que j'adorerais faire, je voulais absolument pouvoir parler, pouvoir communiquer, le fait de le faire, de concrétiser un petit peu par-ci par-là, ça m'apaise avec moi-même, et je suis plus que je suis moi, c'est-à-dire quelqu'un qui en apprend un peu plus chaque jour et qui le partage. Et donc ça, c'est sur ça en tout cas, c'est bien, et puis j'ai toujours l'espoir que plus j'en ferai, plus je communiquerai avec vous, et plus j'aurai de commentaires et de retours, qui soient positifs ou négatifs, pour aller creuser ailleurs, aller trouver ailleurs, aller connaître de nouvelles expériences, peut-être découvrir des gens qui ont les mêmes problématiques que moi et qui ont déjà avancé sur certains domaines. Et puis des fois l'expérience, ça vous ronge aussi, ou ça vous plombe. Je dis ça parce que j'ai un clin d'œil sur l'expérience que j'ai vécue. J'ai que aujourd'hui 36 ans, mais à l'époque, il y a encore 1 an ou 2, je sais plus quand est-ce que, oui, c'était il y a 1 an. J'ai rencontré quelqu'un qui était un petit peu plus jeune que moi et qui n'avait pas fait sa vie, et qui était bloqué de vivre sa vie avec moi parce que j'avais fait des expériences que lui voulait vivre pour la première fois avec sa femme. Et ça m'a mis un coup, parce que en fait, le fait que je sois maman, le fait que j'ai déjà été en couple, je suis séparée, en fait ça le bloquait. Ça le bloquait parce qu'il voulait vivre pour la première fois de sa vie, une de la plus belle de ses expériences, c'est d'être papa. Et s'il l'était, c'était avec une première qui, elle, n'aurait pas été déjà maman. Parce que pour lui, être maman une première fois, c'est déjà avoir vécu une expérience. Alors je pense que c'est faux, parce que je pense que par exemple, si je refaisais un jeûne, je le vivrais encore différemment. Je pense que à chaque fois que je marche dehors, pieds nus, c'est une nouvelle expérience. À chaque fois que je fais une course à pied, même si c'est quelque chose que je fais souvent, c'est une nouvelle épreuve.
Et chaque fois que je teste un régime, même si c'était déjà un régime que j'avais fait avant mais que je le refais, c'est dans un autre contexte. Je pense que les expériences, elles sont uniques. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est se dire qu'en fait, on peut les vivre plusieurs fois et avec un regard différent à chaque fois. Chaque moment de notre vie nous conditionne à vivre l'expérience de manière différente. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant de les tester, d'accepter, si vous avez le courage ou l'envie, des expériences qui vous bottent au moment où vous les faites, parce que je pense que c'est là où vous les vivrez le mieux. Mais en même temps, ça sera toujours différent de votre voisin, mais vous aurez un point commun, c'est que vous aurez en tout cas touché des choses communes qui vous rapprocheront et qui vous permettront d'échanger. Et puis vous, en tout cas, vous pourrez en parler. Vous serez peut-être effectivement, et je suis assez d'accord pour le coup maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous aurez une sorte de crédibilité, d'assurance, parce que vous aurez vraiment vécu la chose. Mais pour la vivre pleinement, il faut aussi en retirer l'expérience. Et quand des fois, moi, je vis cette expérience, j'ai tout de suite envie d'en parler, parce que je trouve que c'est ce moment-là qui nous permet de pouvoir en retirer des conclusions, qui sont peut-être pas les bonnes au moment où on les vit, mais d'en tirer des conclusions, de donner ces sensations, celles qu'on a vécues au moment où on les a vécues. Et ça, c'est fort agréable. Voilà. C'est des bons moments, c'est des plaisirs partagés. Et quand on les vit seul, comme moi, parce que pour l'instant, en tout cas, les quelques expériences que j'ai vécues, je les ai vécues seule, quelque part, c'est aussi un moyen de pouvoir voir si les autres ont la même ressenti que soi, et puis même de dire aux autres, voilà, je l'ai fait, est-ce que vous êtes capable de le faire, et si vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense que c'est ça, c'est une très belle objectif, c'est un bel objectif de cette année, c'est de continuer, mais en mieux, comme je le disais, c'est-à-dire de me redonner des nouveaux challenges différemment. C'est pas que du sport, c'est des challenges amusants. Voilà, donc le test du Kava, le test du jeûne de 23 à 24 heures, et voir si je peux en faire un de plus longtemps la prochaine fois. Ça ne saurait tarder d'ailleurs, parce que je vais certainement essayer de refaire un autre jeûne dans pas longtemps. Le régime cétogène dans lequel je suis, c'est pas un cétogène, c'est un low carbs qui me permet... Alors le low carbs, c'est vrai que ça aussi, c'est un régime que j'ai testé, et c'est-à-dire que je ne mange aucun sucre, aucun fruit, aucun sucre rapide. Bon, ça, à la limite, je vais vous dire, ça fait des années que j'ai pas mangé une pizza, ni un hamburger, ni ni même une glace, un sorbet, une crème dessert, un bonbon, oui, voilà. Donc une pâtisserie, ouais. Donc ça, c'est tout ça, tous ces produits-là, je les ai bannis de ma vie assez rapidement, étant donné les inconforts que j'avais. Et ça m'arrange bien, parce qu'aujourd'hui, me mettre en low carbs, sans beaucoup de légumes, sans fruits et sans sucre rapide, du coup, j'en souffre pas. Mais vous voyez, cette expérience-là m'a permis aujourd'hui de pouvoir passer à un autre mode de test de régime, et en tout cas en jeûne intermittent ou en jeûne long, de ne pas manquer de sucre, voilà, de ne pas avoir cette envie de sucre. Ce dont j'ai envie, c'est de manger. À ce moment-là, c'est plus une habitude qu'on a de manger à des horaires fixes. C'est aussi l'estomac qui demande à manger, la soif. Il y a plein de choses qui conditionnent qu'on ait faim. Et en fait, c'est pas mal, vous voyez, parce que c'est aussi la preuve que de cumuler des expériences vous permettent aussi de pouvoir après en découvrir des nouvelles. Et puis c'est des challenges de plus en plus hauts, à votre échelle. La mienne, elle est faible, mais bon, j'écoutais la dernière fois un podcast dans lequel un ultra-trailer, la première fois qu'il a repris la course, il n'a même pas réussi à faire un 10 km. C'est un gars qui fait du 180 bornes, quoi. Et quand il a recommencé la course au début, il y a, je sais plus si c'était 5 ans ou 4-5 ans avant d'être ultra-trailer, voilà, il était quand même... il n'était pas capable de faire 10 bornes. Enfin, je veux dire, moi j'en fais presque ça tous les jours, chaque jour de la semaine, sans souci. Donc vous voyez, c'est à chacun son échelle, et pour autant il est ultra trailer aujourd'hui, il fait des ultra raids, et il est très heureux, donc, et il y arrive très bien. Donc si moi aujourd'hui le jeûne de 24 heures me paraît pas insurmontable, parce que ça ne l'a pas été, mais bon, disons une épreuve un peu compliquée, je pense que je pourrais faire un jeûne de 72 heures en retraite de yoga un jour pour soulager mes intestins et mon état d'esprit, si j'ai envie, parce que j'aurais déjà vécu un jeûne
très court. Et puis aujourd'hui, quand j'en ai marre d'avoir mal au ventre, quand j'en ai marre d'être pas bien dans ma vie, du coup je fais un petit régime low carbs avec un petit jeûne intermittent pendant quelques jours, et puis ça me soulage. Et sans difficulté, parce que voilà. Alors c'est sûr que ça contraint peut-être le corps humain. Donc après, au niveau de la science, au niveau des bienfaits de ce que ça peut donner, aujourd'hui il y a deux sons de cloche. Il y a, je pense, la véritable science qui nous indique que ce n'est pas bon, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur de se mettre en jeûne trop long ou d'être en low carbs trop longtemps. En tout cas, ça n'a pas d'effectivité à moyen terme pour de la performance physique. Donc après, si c'est juste que sans être sportif, vous avez envie de vous faire du bien et d'être soulagé parce que vous avez des difficultés digestives, parce que vous avez envie de vivre l'expérience, parce que vous voulez voir aussi comment vous réagissez à l'absence de sucre total, c'est une belle expérience. Après, si c'est dans la visée du régime cétogène, de brûler des lipides qui seraient votre premier carburant à la place des glucides, etc., je pense que clairement, scientifiquement, il n'y a pas eu de règles établies officielles comme quoi c'est vraiment la solution. Parce que si ça l'était d'ailleurs, je pense que je vois pas pourquoi on se ferait chier à faire des régimes, on mettrait tout le monde en régime cétogène. Donc autant revenir à ce que je vous ai toujours dit, manger sainement, normalement et équilibré si vous n'avez pas de problème digestif, et ce sera déjà très bien. Voilà. Mais bon, voilà, donc vous voyez, les expériences, parfois ça peut vous mettre en exclusion, parce que cette personne n'a pas suivi avec moi parce que j'étais une femme qui avait déjà trop d'expérience et qu'il était déçu de ne pas pouvoir les vivre avec moi, ou en tout cas, du coup, il était en décalage. Et en même temps, c'est aussi ça qui peut aussi parfois vous justifier que vous puissiez en parler et de pouvoir peut-être découvrir des gens comme vous qui les vivent. Et de toute façon, si c'est pas le cas, c'est en tout cas un moyen de pouvoir vivre des choses que vous pouvez pas vivre parce que vous êtes dans un train-train qui vous empêche d'avancer. Et en ça, c'est peut-être ma solution de sortie d'oxygène de 2022. Les partager avec vous, trouver des solutions, des régimes, des sorties, des tests culinaires, des tests d'épreuves physiques, des choses que personne ne fait ou qui sont un petit peu en dehors de mes carcans à moi, pour pouvoir m'évader et puis en partager avec vous et du coup progresser sur d'autres domaines. Comme là, vous voyez, le low carbs me permet de ne plus être accro au sucre depuis bien longtemps et de ne plus manquer de ça. Et c'est pas vrai quand on me dit tu passes devant une pâtisserie, je suis sûre que tu as envie d'un truc, tu fais semblant. Non, en fait maintenant j'en ai même pas envie. Voilà, il y a des choses qui me manquent vraiment, comme le pain par exemple, des choses comme ça. Mais après, la pâtisserie pour la pâtisserie, la glace pour la glace, non, ça me manque pas. Et puis du coup je suis pas trop accro à tout ça et je suis très bien dans mon petit monde qui est certainement très très petit et qui peut vous paraître un petit peu fermé, mais en fait il n'est pas fermé, il est ouvert à ce que moi je sois comme ça et j'accepte totalement les gens qui ne le sont pas. Voilà, donc c'était ma petite ouverture d'esprit du jour. Mes expériences, j'en aurai d'autres encore et plein d'autres à vous raconter de ma vie. J'en ai fait certainement des toutes petites, mais c'est amusant de les partager parce que ça me permet aussi de voir si les gens eux-mêmes en ont vécu. J'aimerais bien que... alors, j'ai ouï dire que une des plateformes dans lesquelles je me plais à produire mes podcasts va peut-être enfin ajouter les commentaires, ce qui me permettrait de pouvoir enfin échanger avec les gens qui m'écoutent. Qu'on soit 5, 3, 10, je m'en fiche. En tout cas, ça me permettra d'en avoir parce que je publie sur YouTube, mais je n'ai pas une chaîne très connue. J'ai pas de grandes followers. C'est pas grave, à la limite, je m'en fous. Et j'utilise pas la plateforme YouTube pour en avoir beaucoup. J'utilise YouTube pour que les gens qui n'ont pas encore l'ouverture d'esprit des podcasts puissent découvrir ça. Et puis parce qu'il y a il y a une petite endroit pour faire des podcasts, des commentaires, pardon. Et donc du coup, ça me permettrait de pouvoir échanger avec les gens. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, des retours. De toute façon, c'est un peu l'objectif, c'est d'avancer et de pouvoir communiquer avec vous sur tout ce que je vis et puis ce que vous avez vécu.
Et c'est rigolo, parce que je croise à l'instant même une personne qui travaille dans un magazine pour lesquels j'ai écrit pendant 1 an. Et c'est rigolo parce que je fais un podcast avec un micro, donc tout le monde me regarde. Et j'ai l'impression d'être une journaliste. Donc c'est hyper agréable parce que je crois que voilà, c'est peut-être que... Ah mais tiens d'ailleurs, ça serait peut-être un objectif, aller prendre mon micro et interroger les gens. De toute façon, c'est un peu... Ce que j'aimerais faire, c'est faire des podcasts interviews et pour que les gens puissent échanger avec moi. J'ai beaucoup de questions à poser à des gens qui sont malheureusement pas placés en Nouvelle-Calédonie, mais qui pourraient peut-être répondre à beaucoup d'interrogations que j'ai. Et vous-même de découvrir des nouveaux chercheurs, des nouveaux lecteurs, des nouveaux sportifs, des gens qui vous permettent de performer et d'améliorer votre quotidien, comme en tout cas j'espère pouvoir le faire en faisant ces podcasts avec vous. Voilà, allez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, une très belle après-midi, un très beau week-end, un bon sommeil si vous utilisez ou testez le Kava ou un autre produit, sinon du L-tryptophane encore une fois, et le GABA je vous conseille. Et dans tous les cas, de faire les plus belles expériences de votre vie, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Et surtout, je pense que malgré ce qu'on dise, je ne suis pas croyante moi. Et même si je l'étais, j'aurais toujours le doute. Il n'y a rien après peut-être la mort. Alors on n'a qu'une seule vie. Autant en profiter. À bientôt!